Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues et amis, Yaorana Tato, bonjour à tous. Je suis très heureux et honoré de me présenter devant vous ce matin pour défendre mon habilitation à diriger des recherches au sein de l'Université de la Polynésie française, une institution à laquelle je suis fortement attaché puisque j'y ai effectué mon doctorat et y enseigné plusieurs années au début de ma carrière. Je tiens avant tout à remercier les rapporteurs et les membres de mon jury qui ont accepté de juger ce travail. J'aimerais également remercier les professeurs Patrick Kirch et Yann Millet, qui pour des raisons administratives ne pouvaient faire partie de ce jury aujourd'hui, mais qui ont, je le sais, passé du temps à lire et à commenter ces volumes. Je remercie aussi les membres du personnel administratif de l'UPF, notamment de l'École doctorale du Pacifique, du service de la recherche et de la DSI, qui ont rendu possible cette soutenance dans un caractère de relative urgence au regard des échéances nationales liées aux candidatures à la qualification de professeur des universités. Comme il convient à l'occasion d'un tel exercice académique, il me faudra revenir dans les 30 prochaines minutes sur mon parcours d'enseignant-chercheur en m'appuyant sur les deux volumes rédigés pour l'HDR. Le premier consiste en une synthèse de mon activité scientifique entre 2007 et 2023 et donne son titre à cette habilitation sur lequel je reviendrai dans un moment. Le second constitue un manuscrit inédit intitulé Te Haewatea, An Archaeological History of the Monkey Silence. Celui-ci faisait l'objet d'une commande des presses universitaires de Hawaï à qui je soumettrai le manuscrit dans quelques mois. Il constituera la première synthèse archéologique consacrée à l'archipel marquisien depuis l'étude de Barry Rowlett publiée en 1998. J'espère humblement que ce travail apportera de nouveaux points de repère sur l'histoire complexe et unique de ce groupe d'îles qui s'apprête, espérons-le, à entrer dans quelques mois sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Alors, mon domaine concerne l'archéologie de l'ère océanienne. Les définitions de celle-ci étant fluctuantes selon les auteurs et les époques, je parlerai plutôt du monde insulaire océanien, généralement divisé par les archéologues depuis Roger Green entre l'Océanie proche et l'Océanie lointaine. Si mes enseignements depuis 2009 portent sur l'Océanie au sens large, mes travaux de recherche, en revanche, sont concentrés sur la Polynésie centre-orientale, au cœur du triangle polynésien. Cette région regroupe les archipels de l'actuelle Polynésie française, ainsi que les îles Cook à l'ouest et le groupe de Pitcairn-Henderson à l'est. Quand bien même plusieurs de mes publications ont pu concerner des archipels et des îles en dehors de cette zone, je me définis avant tout comme un archéologue polynésianiste. Depuis mon entrée en doctorat en septembre 2007, je suis intervenu seul, mais le plus souvent en collaboration, sur les 5 archipels de Polynésie française, avec néanmoins des programmes de recherche plus intensifs aux Marquises, sur l'île de Wauka notamment, où j'ai effectué ma thèse, au Gambier et au Tuamotu. Aux îles de la Société, je dirige un programme sur l'atoll de Tetiaroa depuis 2015, mais mes interventions sur d'autres îles du vent et sous le vent furent plus ponctuelles, tout comme une mission sur Rimatara aux Australes. Les enjeux scientifiques de l'archéologie dans cette région sont multiples. La taille limitée des îles, ainsi que l'occupation humaine finalement assez courte, offrent ici l'opportunité de suivre et de mettre en lumière des trajectoires historiques et des processus complexes au sein de milieux insulaires uniques. De par notamment la position de nos archipels au cœur de la grande région polynésienne, les relations entretenues par les sociétés traditionnelles impliquent que les informations acquises sur le territoire ont des implications importantes pour le reste de la région. Enfin, le territoire polynésien constitue un terrain privilégié d'application issu de traditions de recherche francophones et anglophones qui peuvent se combiner productivement en une vision scientifique à long terme. Bien que formé moi-même à l'archéologie à la française, de nombreuses expériences collaboratives et de vie m'ont permis d'évoluer entre les traditions francophones et anglo-saxonnes, ces dernières ayant grandement contribué à mon profil un peu hybride depuis 2014 et mon départ pour l'Université de Californie Berkeley, puis à l'Université nationale australienne où je suis en poste depuis 2016. Cette vision dont je parlais auparavant fut mise en œuvre dans le cadre du CIRAP, le Centre international de recherche archéologique sur la Polynésie, qui fut créé en 2006 à l'initiative d'Éric Comte, de Patrick Kirch et d'Athol Henderson. Le CIRAP avait pour objectif de fédérer un ensemble d'institutions et de chercheurs internationaux engagés dans des projets archéologiques sur le territoire. Il a aussi accueilli et favorisé la formation de plusieurs doctorants et d'étudiants de master au fil des années. Il bénéficie en outre de laboratoires sur le campus de l'UPF, transféré il y a quelques mois de l'autre côté de l'auditorium où nous nous trouvons ce matin.
Depuis 2007, une grande majorité des travaux en recherche programmée en Polynésie ont été menés via notre centre, et mon propre parcours académique est lié au développement du CIRAP, dont j'assume aujourd'hui la codirection. L'habilitation que je défends aujourd'hui est la quatrième en archéologie océanienne. Elle survient après celle d'Éric Comte en 98, qui portait elle aussi sur la Polynésie. L'esquisse d'un bilan critique que dressait Éric dans son HDR, publié au Vendésine en 2000, sert évidemment de référence pour juger de l'évolution de notre discipline sur le territoire. Le bilan que j'ai tenté moi-même d'établir pose finalement un nouveau jalon et offre l'opportunité de réfléchir au chemin parcouru au cours des 2 dernières décennies. Si cela n'est pas nouveau à l'échelle mondiale, l'archéologie en Polynésie est, dit-on, devenue de plus en plus scientifique. Alors elle l'était déjà avant, évidemment, mais ce que cette expression recouvre, en fait, c'est bien l'apport et l'intégration de plus en plus marquée des sciences exactes, de leurs problématiques et de leur méthodologie dans la pratique de l'archéologie. Aujourd'hui, la collaboration avec des spécialistes en biologie, en géochimie, en chimie du vivant, en physique, en sciences omiques ou en géologie est devenue chose courante. Le développement de nouvelles techniques, certaines presque révolutionnaires pour nous, a contribué à un élargissement des questionnements et à atteindre de nouveaux niveaux de résolution dans la compréhension des vestiges, ce à des échelles analytiques variées. Le titre de mon habilitation et de mon volume de synthèse pourrait surprendre puisque l'expression archéologie anthropologique est assez peu employée. Peut-être même que pour beaucoup de mes collègues, il pourrait presque s'agir d'un pléonasme puisque l'archéologie, par définition, a vocation à reconstituer la vie, les actions, les processus et les comportements des communautés anciennes à partir des vestiges matériels qu'elles ont laissés derrière elles. L'archéologie s'intéresse donc avant tout aux humains. Or, je ne cache pas une certaine inquiétude vis-à-vis de la formation actuelle que reçoivent les étudiants dans une grande partie des universités, et notamment dans celle où j'enseigne actuellement. Le niveau de spécialisation et de technicité atteint en ce qui est communément appelé Archaeological Science est tel qu'il a très souvent tendance à occulter l'objectif premier de notre travail, qui est celui de faire l'histoire des hommes et des femmes du passé. Mon titre n'a ainsi peut-être que pour but de me rassurer et d'insister sur l'objectif fondamental de mon métier tel que je l'ai et continuerai de le concevoir. Mon parcours scientifique depuis 2007 s'articule autour de 5 grands thèmes de recherche à l'intérieur desquels je me suis attaché à documenter des questions particulières au fil de mes travaux, qu'il s'agisse de choix conscients ou non, au gré des collaborations que j'ai pu établir avec mes collègues. Chaque axe constitue un chapitre de mon volume de synthèse et ces thèmes s'accompagnent aussi depuis de nombreuses années de réflexions transversales. Il m'est impossible ce matin, dans le temps imparti ici, de revenir en détail sur chacun des axes. Aussi, je vais m'efforcer d'en souligner les acquis et mes principales contributions, tout en soulignant des exemples des marquises dont je rends compte également dans le manuscrit inédit. Alors, je commencerai avec la question ou les questions de l'origine des Polynésiens, de la chronologie et des processus de peuplement des îles qui ont occupé une grande partie des débats scientifiques depuis plus de 2 siècles. En Polynésie française, les premières fouilles stratigraphiques de Robert Suggs à Nukuiva aux Marquises bénéficièrent des premières datations radiocarbone. Depuis, les chercheurs n'ont eu de cesse de préciser ces dates en parallèle de développements techniques et méthodologiques. Depuis le premier modèle de Sinoto, proposé en 1970, jusqu'aux propositions les plus récentes comme celle de Wilmust et al., on constate que ces débats ont pris un tournant de plus en plus technique, notamment vis-à-vis de la qualité intrinsèque des échantillons datés et des calibrations associées. J'ai moi-même participé activement à affiner les séquences chronoculturelles, notamment aux Marquises à Wauka, ainsi qu'au Gambier au travers de mon application dans le projet américain de Patrick Kirch. Dans ce dernier cas, nous avons notamment testé l'approche innovante de datation uranium-thorium sur les limes en corail, permettant une résolution de plus ou moins 5 ans. Les résultats obtenus dans la région tendent désormais à un consensus grandissant avec des installations humaines attestées archéologiquement entre les 11e et 12e siècles de notre ère, en accord avec les données disponibles tant aux îles Cook qu'aux extrémités du triangle. Alors, si l'on ne peut que saluer les possibilités techniques aujourd'hui disponibles, je pense néanmoins qu'il ne faut pas céder à l'hégémonie des dates, qui malheureusement semble parfois avoir été le cas. Et je voulais remercier le professeur Rolette d'avoir noté dans son pré-rapport l'un de mes commentaires sur le fait que les datations ne font pas tout et ne peuvent en aucun cas prétendre reconstituer les actions et les comportements humains. Cette réflexion, je l'ai mise en œuvre sur le site clé de Hané, à Wauka, que nous avons refouillé avec Éric Comte en 2009. La stratigraphie de ce site dunaire rend possible l'identification de marqueurs culturels et environnementaux
qui attestent de schémas d'occupation et de mobilité complexes. J'ai d'ailleurs proposé dans mon manuscrit inédit de nouvelles hypothèses quant au processus de peuplement et d'installation aux marquises en plusieurs vagues et qui tend à réconcilier les modèles précédents. Je noterai aussi que l'intégration grandissante des données de linguistique historique, acquises notamment grâce au travail de mon collègue Jacques Vernaudon, ainsi que de la génétique ancienne, ouvrira enfin dans les années à venir de nouvelles pistes d'interprétation. Alors, je me suis montré ces dernières années fort critique vis-à-vis de la génétique des populations, c'est-à-dire l'étude de l'ADN moderne, notamment parce que les premiers modèles proposés ne tenaient pas compte de la mobilité des populations polynésiennes, ce qui est en totale inadéquation avec les travaux archéologiques qui ont parfaitement démontré l'existence de sphères d'interaction et d'échange durant les siècles qui suivirent l'installation et qui contribuaient aussi d'ailleurs à relativiser le soi-disant isolement dans lequel les îles se trouvaient au moment du contact. Pour illustrer ceci, je prends ici l'exemple de Tetiaroa, atoll sur lequel donc, je dirige un programme depuis 2015. Et avec mon collègue Emeric Arman, nous avons mis en évidence des échanges d'outils et de matières premières lithiques entre l'atoll et les îles de la Société, mais aussi des Australes et des Marquises, et plus exceptionnel encore, avec l'archipel des Tonga, témoignant de relations à longue distance entre chefferies éloignées de 4000 km. Les analyses géochimiques de provenance des roches basaltiques sont en plein essor et nous poursuivons à l'heure actuelle nos efforts sur de larges assemblages régionaux, notamment avec nos collègues Andy McAllister et Brendan Kneebone, que vous voyez ici en photo, qui nous avaient rendu visite l'an dernier au laboratoire. Un second thème de grande importance est celui de l'évolution des socio-écosystèmes insulaires. Il s'agit d'un sujet de recherche extrêmement porteur chez les chercheurs anglo-saxons depuis plusieurs décennies. On doit à plusieurs de nos collègues, dont Jennifer Kahn et Patrick Kirch, d'avoir introduit ces travaux en Polynésie. C'est notamment en collaborant avec eux sur plusieurs projets NSF que je me suis familiarisé avec ces approches paléoécologiques liées en particulier au milieu terrestre. En déployant le concept de socio-écosystème, un terme que je préfère d'ailleurs, la traduction française un peu réductrice à mon goût d'anthroposystème, nous cherchons à mieux comprendre l'adaptation dont ont fait preuve les Polynésiens dans un engagement actif et dynamique avec leur environnement. Cette notion offre un cadre théorique et méthodologique très productif, dans lequel il devient possible d'aborder de multiples aspects de la relation complexe entre les populations insulaires et leurs milieux terrestres et marins. La notion de paysage transporté, qui a été initialement proposée par des botanistes et puis introduite dans le Pacifique par Doug Yen, a connu un très large succès pour expliquer l'introduction d'espèces non natives, végétales et animales, sur les îles polynésiennes. Comme on le sait, les économies traditionnelles reposent à la fois sur le double usage et la manipulation d'espèces indigènes, ainsi que d'espèces exogènes amenées sur les pirogues. Néanmoins, les travaux récents ont contribué à remettre en question l'idée première d'un package qui aurait accompagné les premiers arrivants. Au contraire, les rythmes d'introduction des plantes et animaux varient et reflètent des schémas de mobilité et de transfert plus complexes qu'on ne le pensait auparavant. J'ai tenté de synthétiser dans 2 chapitres du manuscrit inédit les dynamiques propres aux marquises, en m'appuyant notamment sur les travaux très riches de David Addison et de l'équipe de Melinda Allen et Jennifer Hubert à Nukuiva. En s'insérant dans la théorie populaire de construction de niches, Melinda Allen a démontré comment les actions anthropiques ont engendré un ensemble de transformations biotiques et abiotiques dont résultent des nouvelles relations écosystémiques qui sont autant de moteurs évolutifs. La question de l'agroforesterie polynésienne traditionnelle est fortement mise en avant et les analyses anthracologiques que nous menons avec Jennifer Hubert actuellement sur nos assemblages apporteront très bientôt de nouveaux points de comparaison avec Wauka. Un autre exemple éloquent vient des travaux conduits au Gambier avec Patrick Kirch. À partir des assemblages de plusieurs sites, nous avons mis en évidence une série de transformations des écosystèmes à travers le temps. Suite à l'arrivée des Polynésiens, on observe une diminution drastique des populations d'oiseaux marins, causée à la fois par la prédation anthropique et celle des rats, espèces commensales introduites sur les îles par les hommes. La disparition de certaines espèces aviaires est aussi identifiable dans l'analyse isotopique du régime alimentaire des rats. Ce déclin eut aussi pour conséquence un appauvrissement des sols en azote, fourni auparavant par le guano des oiseaux, ce qui explique du moins en partie la dégradation de l'environnement terrestre des Gambiers et sa biodiversité relativement faible à l'arrivée des Européens. En revanche, les mangaréviens ont su tirer parti des rares sols brunifiés et riches en nutriments, ayant permis la culture intensive de plantes économiques et utiles en certains endroits, en parallèle de l'exploitation des ressources marines du lagon. Alors toujours dans ce thème, je dirais ici quelques mots des relations au milieu marin qui est si essentiel aux Polynésiens.
comprise au sens large, la pêche constitue véritablement un fait social total au sens maussien du terme, qu'il faut appréhender dans toute sa complexité, c'est-à-dire en prenant en compte les espèces pêchées collectées, mais aussi les environnements exploités, les stratégies de capture, les connaissances écologiques traditionnelles, les panoplies techniques, ainsi que les structures sociales et rituelles qui encadrent les activités. C'était toute l'ambition du programme d'ethnoarchéologie initié par Eric Comte et qui constitue toujours aujourd'hui l'un des véritables savoir-faire de notre équipe du CIRAP, grâce notamment aux thèses et aux publications en ichthyoarchéologie et en archéomalacologie de Vainé Rudua et de Gabriel Traversa. L'approche collective et pluridisciplinaire que nous avons développée au cours de la dernière décennie est aujourd'hui reconnue internationalement et se poursuit au travers de plusieurs projets innovants, notamment en partenariat avec des chercheurs australiens. Il s'agit, à mon sens, d'un enjeu vraiment fondamental de l'archéologie polynésienne. On aura à cœur, évidemment, de mieux documenter ces dynamiques dans le cadre du projet ANR Pastatol que je co-dirige et qui démarrera officiellement dans quelques semaines pour une durée de 4 ans. Le troisième axe que j'aborderai est celui des dynamiques sociopolitiques qui posent aux archéologues un certain nombre de défis. En effet, grande question, c'est comment rendre l'organisation des chefferies des systèmes hiérarchiques qui les caractérisaient à partir des vestiges matériels. Très longtemps, l'analyse de l'organisation spatiale ou settlement pattern fut en faveur. Alors le travail d'inventaire, évidemment, est primordial sur le territoire. Il est partagé entre les structures de recherche et de gestion du patrimoine et les archéologues consultants privés. On est ainsi passé entre 2005 et 2020 de 2775 à 5174 sites enregistrés sur la carte archéologique de la Polynésie, gérée par la Direction de la Culture et du Patrimoine. Les études toponymiques, telles que celles menées par Frédéric Torrent ou Eliane Tevahitua, fournissent aux archéologues des informations très utiles pour interpréter l'occupation d'un paysage et peuvent guider efficacement les prospections. Les nouvelles technologies en télédétection sont aussi en plein essor. Le développement de la technologie LIDAR aéroportée a vu des avancées majeures dans le Pacifique, même si la Polynésie reste sur ce sujet un peu en retard. La collaboration avec Benoît Stoll de l'UPF a porté ses fruits sur Tetiaroa et nous achevons la cartographie détaillée de l'ensemble des structures. Le déploiement du LIDAR sur plusieurs cas d'études aux îles de la Société et aux Marquises est également en cours de préparation avec des collègues afin de tester la faisabilité de cette méthode dans des environnements insulaires locaux. Récemment, nous avons aussi employé le LIDAR terrestre avec Anatawali Tamari, doctorant que je co-encadre à l'UPF. À Wauka, nous avons cartographié en 3D avec une résolution jamais atteinte auparavant un vaste complexe cérémoniel incluant un toua et un meae, ce que vous voyez ici sur l'écran. Alors, les analyses de settlement pattern sont tombées en désuétude pour plusieurs raisons sur lesquelles je suis revenu de manière critique dans ma synthèse. L'impossibilité de tendre à l'exhaustivité, le manque de contrôle chronologique ou encore l'abus du modèle ethnographique font qu'il est impossible de réaliser l'ambition première de cette approche, comme disait d'ailleurs il y a quelque temps Peter Bellwood lui-même, l'un des promoteurs de ces études dans les années 70. Il me semble plus utile aujourd'hui de recentrer les efforts sur des unités d'habitation à plus petite échelle, à l'instar des travaux de Jennifer Kahn à Moorea, qui s'inscrivent dans ce qu'il est commun d'appeler une archéologie de la maisonnée. La compréhension fonctionnelle de structures et de sites d'habitat rejoint dans un certain sens l'ambition palethnographique chère à l'école française de Leroy-Gourhan et celle que j'évoquais précédemment de documenter les comportements humains avec précision, rigueur et nuance. L'étude du complexe Marae à la rencontre des sphères sociopolitiques et religieuses constitue sans doute l'un de mes thèmes de prédilection, puisque c'était déjà le sujet de mon master à Paris 1. Ma première étude des Marae des Tuamotu fut publiée plus tard en 2014 et 2016 et s'inscrivait dans une longue lignée de travaux consacrés aux Marae polynésiens sous l'angle typologique formel. Néanmoins, j'ai réalisé progressivement les limitations d'une telle approche centrée sur les vestiges de surface. Et de cette frustration est né le besoin de revenir aux données brutes issues de la fouille, les seules à même de nous livrer les clés d'interprétation fonctionnelle. C'est ainsi que j'ai proposé et obtenu en 2019 une bourse de recherche australienne de 4 ans consacrée à ce sujet. Il s'agissait pour moi d'adapter au contexte polynésien le cadre théorique et méthodologique propre à l'archéologie des rituels. Au travers de la fouille de plusieurs sites cérémoniels dans 3 archipels, j'ai pu tester cette approche avec succès. Une partie des données est toujours en cours d'analyse pour Tetiaroa et Wauka, mais les résultats ont été très probants sur l'atoll de Whakaina,
où nous avons mis en œuvre avec une de mes doctorantes australiennes une étude sur les manipulations de tortues sur les marais. Les analyses archéozoologiques ont porté sur les estimateurs quantitatifs classiques, les reconstitutions de taille, les profils d'âge au décès, les marques de découpe et de rognage, les représentations squelettiques et les distributions chronospatiales des dépôts, et enfin la taphonomie. Ces protocoles de recherche pourront à l'avenir être appliqués à d'autres contextes cérémoniels afin de mieux rendre compte de la complexité des systèmes rituels traditionnels. En parallèle des systèmes religieux, l'archéologie des pratiques funéraires a elle aussi connu un essor certain grâce aux travaux francophones. Pour les chercheurs en Polynésie, la confrontation aux sépultures est inévitable puisqu'elle parsème le paysage archéologique. La découverte de restes humains est toujours un moment délicat, tant pour les chercheurs que pour les communautés. Les enjeux sont néanmoins très importants et il importe d'aborder le domaine du funéraire en conciliant rigueur scientifique et sensibilité culturelle. De mon expérience, l'instauration d'un réel dialogue avec les communautés et l'ensemble des parties s'avère toujours positive et révèle l'intérêt certain que beaucoup portent aux possibilités offertes par l'archéologie et l'anthropologie biologique à une meilleure connaissance de l'identité des défunts et des circonstances qui entourent leur décès. Et les protocoles que nous avons mis en place à Wauka ont aussi été adaptés ailleurs et ont fourni des résultats cruciaux. Alors, j'ai collaboré depuis 2007 avec deux spécialistes, le professeur Pascal Muraille d'abord, à Wauka et à Temoé, et puis plus récemment, Frédéric Valentin, au Tuamotu et à Tetiaroa. L'exemple de Wauka est particulièrement parlant puisque nous avons pu étudier une série de dépôts funéraires, primaires et secondaires, et dans des contextes variés. Des cimetières côtiers, des grottes et des abris sous roches, des contenants funéraires, etc. Notre approche en archéothanatologie, propre à l'école française, a permis de définir la composition des dépôts et de mettre en évidence des gestes funéraires complexes, péri et post-mortem. Ces résultats sont autant d'étapes vers une meilleure compréhension de ce que nous appelons une véritable chaîne opératoire des pratiques funéraires, un aspect réellement innovant dans la région. Je terminerai cette exploration thématique très rapidement avec un thème récent et encore peu développé en Polynésie française, qui est celui de l'archéologie du contact. Alors, je n'ai pas caché dans mes différents volumes ici mon admiration intellectuelle pour l'œuvre de l'anthropologue Nicolas Thomas, qui a été l'un des premiers à formaliser un appel à étudier les transformations, les permanences et les processus à l'œuvre à la suite du contact, ne voyant plus ce dernier comme une rupture, mais plutôt comme un point d'articulation de multiples trajectoires culturelles complexes dans une nouvelle histoire partagée. La christianisation et la colonisation n'ont jamais constitué des processus linéaires dont les populations océaniennes auraient passivement subi les effets. Alors l'archéologie permet d'établir des points de référence à partir desquels on peut estimer les effets du contact et les transformations qui s'en suivent, qu'elles soient violentes ou pacifiques. Par ailleurs, en tant que science du quotidien, l'archéologie est à même de documenter ces nouveaux modes d'existence par l'étude des permanences et des transformations matérielles que connaissent les sociétés polynésiennes à partir du XVIIIe. Cette archéologie de la période historique, nous l'avons mise en œuvre pour la première fois avec mes collègues Louis Lagarde et Émilie Launay via l'étude du village missionnaire catholique de Okikakika. La combinaison fructueuse entre archéologie, sources historiques et archivistiques et mémoire des Paumotu offrait ainsi une reconstruction d'une période charnière de l'atoll de Fakahina dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'étude du bâti architectural ainsi que du matériel mobilier atteste de la manière dont les habitants furent rapidement intégrés à une économie de plus en plus globalisée. Ce travail, pionnier s'il en est dans la région, doit se poursuivre ailleurs afin de documenter cette trajectoire. Alors, comme je disais, il m'est impossible ici de revenir ce matin sur toutes les réflexions transversales qui jalonnent mon travail d'archéologue. J'ai essayé d'en rendre compte autant que faire se peut dans le dernier chapitre de ma synthèse en abordant successivement la structuration de l'archéologie sur le territoire, la brûlante question de la décolonisation de la recherche qui semble agiter toutes les disciplines à l'heure actuelle, ou encore celle du rapatriement qu'il me semble plus que jamais nécessaire d'aborder au vu de toute sa complexité. Il me tenait à cœur de témoigner aussi des efforts fournis par nos équipes pour diffuser et partager nos travaux et nos connaissances auprès du plus grand nombre, qu'il s'agisse de la communauté scientifique bien sûr, mais aussi et surtout des populations des îles où nous sommes accueillis et des jeunes. L'archéologie, qui plus est en Polynésie, ne peut être contenue dans les murs de notre laboratoire ou évidemment confinée à nos articles qui sont souvent écrits en anglais. La valorisation du patrimoine est un enjeu de taille et nous nous efforçons de l'inscrire systématiquement dans nos projets sous une forme ou une autre.
Un des exemples les plus parlants est sans doute le musée Tetumu de Wauka, pour lequel nous avons préparé une exposition permanente et des panneaux d'information trilingues avec la communauté représentée ici par notre ami Ronka Onoa, que je salue. Dans une certaine tendance que d'aucuns ont parfois qualifiée d'éclectisme, je me suis aussi interrogé sur la valeur d'un autre médium dans la valorisation du patrimoine culturel océanien, celui de la bande dessinée. D'une passion devenue objet d'étude, j'ai réfléchi à l'héritage du 9e art dans les représentations de l'Océanie, exotisantes et stéréotypées, et la manière dont elle s'appuie sur l'archéologie. Il m'apparaît aujourd'hui qu'utiliser à bon escient le médium bande dessinée ouvre de formidables opportunités pour redresser certaines visions faussées de la discipline et de l'histoire de la région, tout en combattant les discours pseudo-scientifiques, mystiques et j'irais même jusqu'à dire obscurantistes qui malheureusement occupent encore et toujours la scène publique. Cet état de l'archéologie que je dresse rapidement ce matin appelle enfin une réflexion concertée sur la formation des jeunes chercheurs en archéologie, encore trop peu nombreux sur le territoire. Face à des besoins spécifiques et des opportunités de développement, il importe plus que jamais de former des spécialistes pouvant s'engager sur place afin de recentrer les capacités d'analyse en Polynésie. La mise en place d'une véritable politique culturelle en la matière, incluant notamment l'instauration d'un cadre réglementé favorable au développement de l'archéologie préventive, est aussi nécessaire si l'on souhaite bénéficier d'une structuration de la recherche à la hauteur des attentes patrimoniales du pays. Alors que toute une génération d'enseignants-chercheurs qui ont fait de l'archéologie polynésienne ce qu'elle est aujourd'hui s'apprête à partir en retraite, beaucoup de positions académiques dans la région océanienne ne seront pas renouvelées. Malgré ce constat quelque peu inquiétant, je reste néanmoins positif quant au futur de la recherche sur le territoire. La qualité des recherches menées en Polynésie n'a cessé d'augmenter et continuera de le faire, comme l'ont bien montré les présentations de plus d'une quarantaine de chercheurs réunis à l'UPF en novembre 2022 pour 3 jours d'une conférence que nous avions organisée. C'est donc sur cette remarque positive que j'arrêterai ici ma présentation. Je vous remercie de votre attention et Marururoa, Koutaunui.